Alors bonsoir et bienvenue à tous à cette conférence en ligne intitulée «L'écoféminisme est-il la solution aux maux de notre siècle?» en présence de Solène Ducréto et Madame Jeanne Burgarboutal. Je vais commencer par une petite présentation très rapide de la Maison des acteurs du Paris durable. Donc, nous sommes un dispositif de la mairie de Paris qui existe depuis 2011. On va fêter nos 10 ans le mois prochain, en avril. Donc, je vous invite à vous tenir informés des événements qui vont arriver dans les semaines à venir. Donc, nous avons à la fois un site internet, vous avez l'adresse du site internet sous les yeux, des réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et nous avons également donc un lieu, une maison dans le 4e arrondissement de Paris, un lieu dans lequel, en période habituelle, nous organisons beaucoup d'événements en présentiel. En ce moment, il y a plutôt des événements uniquement en ligne depuis la crise sanitaire, mais en général, on accueille beaucoup de public dans notre lieu à Paris. Et donc, en fait, le but de cette maison, c'est d'animer un réseau d'acteurs et d'actrices qui sont donc engagés pour un Paris plus vert, plus durable, et donc qui sont porteurs d'initiatives écologiques euh, et disons, valorisantes pour la planète. Nous avons également une newsletter qui paraît chaque mois et donc à laquelle vous pouvez vous abonner via notre site internet et qui, pareil, valorise tout un tas d'initiatives parisiennes dans l'écologie. Concernant nos intervenants de ce soir, donc nous avons l'honneur d'accueillir Madame Solène Ducréto. Solène Ducréto, vous êtes journaliste, réalisatrice et vous êtes cofondatrice du collectif écoféministe Les Engraineuses. Et vous êtes également l'autrice d'un livre paru l'année dernière intitulé Après la pluie, horizon écoféministe. À ses côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Jeanne Burgarboutal. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur dans un lycée à Marseille, il me semble, et vous êtes l'autrice d'un livre paru l'année dernière également qui s'intitule Être écoféministe, théories et pratiques. Concernant cette conférence, c'est une conférence interactive, donc je vous invite à poser toutes vos questions et à nous faire part de vos remarques et suggestions sur le chat. Donc, si vous êtes sur votre ordinateur, pour accéder au chat, il vous suffit de cliquer sur la petite bulle en bas à droite de l'écran et puis ensuite de taper votre message. Si vous êtes sur votre smartphone, vous pouvez cliquer donc sur les 3 petits points qui sont en bas de votre écran et ensuite vous pouvez cliquer sur la bulle pour chatter avec tout le monde. Et donc, juste avant de commencer cette conférence, je vais diffuser une petite vidéo, un petit micro-trottoir qui a été donc réalisé par l'équipe de la Maison des acteurs du Paris durable. On est allé à la rencontre des Parisiens et des Parisiennes devant le Paris de l'Hôtel de Ville et on leur a demandé l'écoféminisme pour vous, qu'est-ce que c'est? L'écoféminisme, moi je pense à... Ça me fait directement penser aux protections menstruelles recyclables, enfin, lavables, etc. par exemple. Mais... J'en ai vraiment aucune idée, hein, mais sans vouloir dire de bêtises, j'imagine des problèmes qui sont liés aux femmes, par exemple la contraception, des choses comme ça. Et du coup, des manières écologiques de répondre à ces problèmes sans polluer, quoi. Déjà, j'ai du mal avec l'écologie et j'ai du mal avec le mot féministe. Féminisme, je sais pas, ça te dit quelque chose toi? Écoféminisme? Désolée. Je dirais peut-être la première idée à laquelle j'ai pensé, après je sais pas, mais c'est peut-être au niveau de ce qu'ils utilisent, les tampons et tout, peut-être pour voir. Après je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces deux choses-là, mais voilà, j'y ai pensé à ça, c'était tout. Éco, c'est tout ce qui est écologie, et féminisme, c'est tout ce qui touche le droit des femmes. Mais écoféminisme, c'est, je sais pas, c'est peut-être... Oh là là, c'est dur. C'est très dur. C'est dur parce que ça n'a pas de rapport en soi les deux. Alors si c'est l'écologie et le féminisme, eh bien je comprends pas très bien ce terme. Parce que l'écologie, j'espère qu'il ne concerne pas que 50% de la planète, mais le 100%. Donc c'est encore une fois, c'est comme parler, vous voyez, c'est parler à 50% de l'humanité, donc c'est un petit peu dommage. Pour moi, je décrirais en une phrase, c'est la femme au naturel. Écologique, ouais, ça me parle plus, mais après le féminisme, ouais, on en entend parler tous les jours. Donc après, c'est un peu un sujet
Voilà, on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses, donc en vrai, on peut pas, franchement, j'arrive pas à savoir en fait ce que c'est l'écoféminisme. Je crois qu'il y a eu des livres qui sont sortis là-dessus, sur oui, comment l'un pouvait impacter l'autre. Ce sont des luttes qu'on pourrait en effet faire converger. Voilà. Donc c'est vrai que d'emblée je penserais à écologie et féminisme, mais éco ça me fait penser aussi à équitable, je sais pas pourquoi, mais et ça m'évoque aussi deux luttes majoritaires, enfin, comment dire, très importantes qui doivent être menées de nos jours en tout cas. Et ben, pourquoi ne pas lutter ensemble en tout cas? Voilà pour la petite vidéo et ça me permet donc de faire la transition avec donc la première partie de notre conférence qui est intitulée donc Qu'est-ce que l'écoféminisme? Et donc tout de suite, je vais poser la première question à Jeanne Burgard-Goutal. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition pour les personnes non averties de ce qu'est l'écoféminisme, ce qu'est ce mouvement et ce lien, pas forcément de prime abord, on l'a bien vu dans cette vidéo, entre écologie et féminisme? Oui, alors déjà, j'aimerais juste réagir à la vidéo rapidement. En fait, il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes dans cette vidéo. Déjà, la réduction de l'écoféminisme à des questions de femmes, comme si le féminisme en général ou les femmes en général ne s'intéressaient que à des questions de femmes qu'on réduit à la contraception et les tampax. Bon, c'est intéressant de voir. Alors que je pense que si on parlait de questions d'hommes, on penserait pas à ce qui se passe dans leur slip. On penserait à la politique, l'économie, des vraies questions, comme si les hommes s'intéressaient à des questions universelles et les femmes s'intéressaient à ce qui se passe dans leur culotte. Donc ça, je trouve ça vraiment frappant. Et deuxièmement, ce que je trouve frappant, c'est aussi l'idée que ces thèmes-là ne concernent que les femmes. Par exemple, il y a une des personnes qui dit bah, la contraception, par exemple, ça concerne les femmes. Mais à ma connaissance, une femme toute seule ne peut pas concevoir. Donc la contraception concerne autant les hommes que les femmes. De la même façon, y en a un qui dit le féminisme, ça concerne que 50% de la population. Mais en fait, le féminisme, c'est lutte pour l'égalité. Donc ça concerne l'ensemble de la population. C'est comme si on disait l'antiracisme, ça concerne que les racisés. Bah évidemment que non. Que c'est des questions de justice, donc des questions universelles qui concernent tout le monde. Mais je trouve ça vraiment caractéristique en fait comme manière de réduire l'ampleur des questionnements, l'ampleur du féminisme et sa portée universelle. Alors maintenant, pour répondre plus directement à la question, alors juste, je vois dans le chat, on demande qui je suis. Oui, alors oui, peut-être que c'est quelqu'un qui est arrivé donc après ma présentation. Bon, je vous laisse vous présenter si vous voulez en quelques mots. Oui, rapidement. Donc voilà, peut-être ça peut expliquer pourquoi je pose cette question. Donc moi, je suis professeure de philosophie et j'ai mené depuis presque 10 ans une recherche sur l'écoféminisme, à la fois une recherche théorique et puis une recherche vécue à travers des rencontres, des immersions, de toutes sortes d'expériences, dont j'ai tiré un livre qui s'appelle Être écoféministe, théorie et pratique, qui est sorti il y a un petit peu plus d'un an. Et voilà, et j'ai aussi contribué notamment à Horizon écoféministe après la pluie, coordonné par Solène Ducretot. Voilà, donc d'où je parle et pourquoi je parle de cette question. Donc, la question qu'est-ce que l'écoféminisme, pour y répondre de façon très synthétique, donc déjà, c'est pas un courant unifié, au point que beaucoup de personnes préfèrent parler des écoféminismes au pluriel, parce que c'est une nébuleuse qui est d'une grande diversité et qui a toujours revendiqué cette diversité comme une force, comme un atout. C'est pas un concept abstrait à la mode qui viendrait de sortir à l'instant, mais c'est un mouvement à la fois d'action politique, d'activisme militant, de pratique, de changement de mode de vie et de pensée, de réflexion qui existe déjà depuis 45 ans, puisque c'est un mouvement qui est né au milieu des années 70 et qui a cherché à penser l'articulation entre les enjeux féministes et les enjeux écologistes, et en fait plus largement entre les enjeux écologistes et tous les enjeux de justice sociale,
Donc que ce soit la justice entre les sexes, mais également la justice de classe, la justice raciale, la justice entre les pays du Nord et les pays du Sud, donc une forme de justice internationale. Donc c'est une manière de relier, donc de politiser l'écologie d'une certaine façon, de relier les questionnements liés à l'écologie et les questionnements liés à la justice sociale, et notamment sous l'angle de la justice entre hommes et femmes. Et donc, son histoire a été marquée par beaucoup de luttes qu'on aura peut-être le temps de... Oui, justement, c'est la deuxième question. Est-ce que vous pouvez justement nous faire un petit historique assez rapide, Madame Burger-Guttal, à commencer donc dans les années 70-80, en citant si possible les principales figures du mouvement féministe, écoféministe, pardon, en France et à l'international aussi? Oui, alors en fait, on peut distinguer deux choses, c'est-à-dire d'une part, il y a le mouvement écoféministe qui se revendiquait comme tel et qui est un mouvement qui est particulièrement développé dans le monde anglo-saxon. Donc il y a eu des luttes qui se sont étiquetées écoféministes, à l'origine autour d'enjeux antinucléaires, alors à la fois contre le nucléaire civil et contre le nucléaire militaire, donc dans une optique à la fois pacifiste, antimilitariste, positionnée aussi sur les questions d'approvisionnement énergétique, de sources d'énergie. Et donc il y a eu des luttes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, autour de ces enjeux-là. Euh, voilà, pour le mouvement écoféministe proprement dit, ça a été ça un des enjeux principaux. Maintenant, alors je suis obligée d'aller super vite parce qu'on a peu de temps, donc je suis obligée de couper énormément de choses. Maintenant, on ne peut pas comprendre l'importance et l'ampleur de l'écoféminisme sans évoquer des luttes qui ne se revendiquent pas explicitement écoféministes, mais qui font complètement partie de l'imaginaire écoféministe et dont les écoféministes se sont beaucoup inspirés, qui sont toutes sortes de luttes environnementales menées par des femmes. Et si on réfléchit à cette échelle-là, en fait, on s'aperçoit que ça concerne des pays du monde entier. Que par exemple, en Inde, il y a eu des mouvements de femmes qui ont lutté contre la déforestation des alentours de leur village. En Amérique du Sud, il y a beaucoup de collectifs de femmes aussi qui luttent contre l'extractivisme minier, qui déstructure à la fois les communautés, qui créent d'énormes violences patriarcales, qui évidemment détruit l'environnement naturel ou dans l'environnement local des communautés. En Afrique, il y a eu des luttes autour d'enjeux de désertification, des luttes aussi anti-pollution. Donc, en disant ça un peu en vrac, en fait, ce que je peux pas faire une histoire précise, ça demanderait plus de temps, mais ce que je voudrais transmettre, c'est de faire comprendre que le mouvement écoféministe, en fait, il s'est positionné pas que sur des enjeux de tampons et petites culottes, et protection hygiénique et contraception, mais sur des enjeux qui concernent tout le monde, donc pollution, déforestation, sources d'énergie, extraction minière, modèle de développement économique dans les différents pays, mode de vie, question de la société de consommation. Donc ce sont vraiment des enjeux universels, mais qui sont pris en charge par des collectifs souvent menés par des femmes, qui permettent à ces femmes de conquérir une forme d'émancipation, de redéfinir les rapports de genre au fil de la lutte. Donc voilà une des articulations entre... Justement, ça me permet de faire la liaison avec la question suivante. Solène Ducréto, on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives et de mise en œuvre pratique en fait du mode de vie écoféministe et qui fleurissent un peu partout dans le monde et en France. Est-ce que éventuellement vous pourriez nous expliquer concrètement ce que ça signifie vivre totalement et pleinement de façon écoféministe? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience? Alors, je vois que votre micro est coupé. Je vous ai dit. Voilà, ok, on vous entend. Allez-y. Oui, alors je pense qu'il y a différents types d'engagement écoféministes. C'est un peu comme quand on est écolo ou féministe, on peut s'impliquer de plein de façons différentes.
L'objectif, c'est pas de se rajouter une charge mentale et de se dire absolument il faut tout faire bien et puis de s'épuiser de cette façon-là. Donc chacune aura sa façon de s'engager et c'est ce qui fait aussi la richesse du mouvement. À mon sens, une des premières choses quand on a envie de s'engager, c'est d'appliquer des petites choses au quotidien, un peu comme l'écologie ou comme le féminisme, au travers de gestes comme par exemple aller acheter typiquement des protections hygiéniques menstruelles qui soient si possible réutilisables et qu'on puisse utiliser de façon durable. Donc ça, c'est un des exemples typiques et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans la vidéo, tout le monde un peu mentionne ça parce que c'est ce qui paraît le plus évident. Mais ensuite, on peut s'engager de façon un peu plus impliquée en mobilisant par exemple une communauté autour de son territoire, en prenant des décisions par exemple pour sa copropriété ou pour mobiliser les parents d'élèves et mener en place des actions dans son école. Un des exemples que je donne régulièrement et qui pour moi montre bien ce que ça peut être une action écoféministe, c'est ce qu'a pu faire Fatima Wassak dans son quartier à Bagnolet. En fait, elle s'est aperçue que la cantine scolaire ne proposait aucune alternative végétarienne et donc elle a mobilisé les parents d'élèves et il se trouve que encore aujourd'hui dans beaucoup d'écoles, les parents d'élèves sont en grande majorité des femmes qui s'impliquent dans la vie scolaire et elle a mobilisé donc les parents d'élèves pour faire pression sur l'école et faire en sorte à ce que la cantine puisse proposer une alternative végétarienne par semaine. Hein, c'est même pas, enfin par semaine, donc c'est un repas par semaine. Hein, c'est même pas tous les jours. Et il n'y a aucune obligation pour les enfants de prendre ce choix végétarien, mais au moins voilà, il y a un choix. Et elle a réussi. Et ce que ça montre aussi, c'est qu'au travers de cette mobilisation-là, non seulement ça permet de réduire un tout petit peu les coûts de la cantine, parce qu'effectivement, les plats végétariens, ça coûte moins cher que de la viande. D'un point de vue de santé, voilà, c'est aussi intéressant de manger plus de légumes. L'idée, c'était aussi, bien sûr, de faire en sorte à ce que ces alternatives-là soient issues d'une agriculture qui soit raisonnée et en priorité locale. Donc, en termes de territoire, il y a aussi des choses intéressantes là-dedans. Et puis, en plus de ça, ça a permis à ces femmes-là, qui sont les parents d'élèves, d'avoir un espèce de rôle politique, de retrouver une espèce de rôle central dans une décision collective qui est chouette et, comme elle l'explique, qui a permis à certaines des femmes de se sentir valorisées et d'en retirer vraiment une expérience qui est intéressante. Donc voilà, et puis ensuite, si on a envie de s'impliquer encore plus, là, on peut carrément se lancer en politique, essayer de s'incruster dans les sphères décisionnelles, quelles qu'elles soient, dans l'économie, dans sa boîte dans laquelle on travaille, voilà, de s'impliquer à plus grande échelle ou même de lancer carrément une mobilisation citoyenne sur un sujet qui nous tient à cœur. C'est justement, ça me permet donc, vous parliez de mode d'action dans certaines écoles françaises, etc. Et donc, ça nous permet de passer à la deuxième partie qui sera donc plus centrée sur l'écoféminisme en France. Juste avant de passer à la deuxième partie, je voudrais simplement dire à tout le monde que vraiment n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y aura un temps de questions à la fin du public aux deux intervenantes. Donc, n'hésitez pas dans le chat à noter toutes vos questions. On les note nous et on les posera à la fin. Et donc pour cette deuxième partie, l'écoféminisme en France, la première question, ça sera pour Solène Ducréto. Nous, on est un dispositif de la mairie de Paris. Donc parlons un petit peu justement des Parisiennes et des Parisiens. Et la première question, elle est simple. C'est, à votre avis, est-ce qu'on peut être écoféministe tout en vivant dans une grande métropole polluée et polluante comme Paris? Est-ce que là, il n'y a pas deux modes de vie un peu contradictoires, voire même incompatibles à vos yeux? Complètement, c'est un peu l'un des soucis majeurs, mais c'est un peu, voilà, ça se rejoint de toute façon quand on est écolo et qu'on habite en ville, ça pose plein de soucis. Et évidemment, il s'agit de faire des compromis au quotidien.
Donc encore une fois, il faut, à mon sens, faire un peu comme on peut. Et si on a la volonté, les capacités de partir s'isoler à la campagne, vivre en autonomie, en lançant son champ en permaculture, bah c'est encore mieux évidemment. Mais voilà, si les choses sont trop compliquées et que ou alors tout simplement qu'on préfère rester en ville et s'impliquer différemment, c'est effectivement possible. Il y a notamment tout un tas d'études qui a été faite par un groupement qui s'appelle le C40, donc le C40, qui est un groupement de villes à l'international qui s'est mobilisé pour réfléchir autour des questions de développement durable en ville, ou comment est-ce que l'écologie peut se traduire en ville. Et il se trouve que ce groupement a mis en place une petite cellule qui s'appelle Women for Climate et qui travaille sur le fait de trouver des solutions, ou en tout cas identifier des problèmes sur lesquels il faudrait trouver des solutions qui puissent lier cette question d'égalité entre les femmes et les hommes liée à l'écologie dans un milieu urbain. Donc, je vous invite à regarder ce qui se passe un peu à ce niveau-là. J'avais préparé un petit livre, il y a un livre super là qui est sorti là-dessus, pourquoi les femmes vont sauver la planète, et qui explique les diverses thématiques liées à ça. Pour prendre un exemple, on se rend compte en fait que dans la façon dont les villes en général sont construites, encore une fois, les femmes sont les premières victimes de tout en fait, que ce soit d'un point de vue économique ou d'un point de vue écologique, parce qu'elles sont les plus précaires. Donc, ce sont souvent des femmes seules qui se retrouvent en périphérie de ces villes-là, donc avec un accès difficile au centre, aux emplois et tout ce qui va avec, et qui doivent en plus subir les pollutions majoritaires liées aux villes, les pollutions sonores, de l'air, tout ça. Donc, au travers de ces questions-là, effectivement, l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions pour essayer de remédier au maximum à ce type de problème-là. Bien sûr. Et donc justement, vous citez quelques initiatives écoféministes. Jeanne Burger-Goutal, la prochaine question, elle est pour vous. Donc on a le sentiment que ce mouvement écoféministe, il prend de l'ampleur, on en parle de plus en plus dans les pays anglo-saxons, mais que la France reste un peu à la traîne. Est-ce que vous avez une explication à donner pour expliquer ça? Est-ce que on pourrait lier cela à l'héritage féministe français? On a des grandes figures du féminisme français, je pense à Simone Veil ou Simone de Beauvoir, qui n'étaient pas des grandes écologistes dans l'âme, je crois. Alors, ce que vous dites, ça me semble concerner plutôt les années 80-90, c'est-à-dire le moment où effectivement l'écoféminisme a vraiment émergé et pris son essor dans les pays anglo-saxons, et où en revanche, en France, il n'a pas réussi à s'implanter réellement. Alors souvent on attribue l'invention du mot écoféminisme à une Française pourtant, qui avait créé un collectif qui s'appelait Écologie Féminisme Centre, donc ça vient de Françoise de Bonne. Et en France, ça n'a pas tellement marché. Et effectivement, ce qui a bloqué, ça a été notamment les connotations de la notion de nature en France et dans la sphère féministe française. Puisque dans la lignée de Simone de Beauvoir, un des grands enjeux du féminisme français, ça a été de dénaturaliser les femmes, de montrer qu'on ne naît pas femme, on le devient. Il n'y a pas de nature féminine et les femmes ne sont pas plus proches de la nature. C'est une construction sociale et les femmes sont tout aussi culturelles, rationnelles, capables de transcendance, etc. Et donc cet héritage beauvoirien a fait qu'effectivement, historiquement, les féministes françaises n'ont pas tellement accroché à l'écoféminisme et il a rapidement périclité. En revanche, aujourd'hui, alors il est un peu tôt pour voir ce que ça va donner, mais il me semble qu'au contraire, dans la sphère française, même si ça se fait avec beaucoup de tensions, de conflits, d'incompréhension, de résistance, d'obstacles, etc., il me semble au contraire qu'il y a un intérêt qui est vraiment, même si on voit dans le micro-trottoir que le mot reste encore très mal connu, néanmoins,
il y a quand même une multiplication assez hallucinante des événements, des parutions, des festivals, etc. autour du sujet. Donc on voit que ça suscite un énorme intérêt et qu'il me semble que aussi alors là aussi, on ne peut pas encore prédire ce que ça va donner, mais que dans la foulée du confinement, de la sensation d'arriver vraiment au bout d'une logique que beaucoup de personnes vivent, le terrain me semble potentiellement prêt. Beaucoup de personnes parlent de vivre à la campagne, etc. Ou même en restant en ville, on sent qu'il y a une sorte de contexte euh, tellement critique que au contraire, il y a un intérêt vraiment très vivace autour du sujet en France et qu'il me semble que justement avec les travaux qui paraissent en ce moment sur l'écoféminisme, tous les contresens autour de c'est essentialiste, ça ramène les femmes à la nature, etc., sont quand même, j'espère, de plus en plus dissipés et le terrain est davantage prêt à pas forcément devenir écoféministe, mais au moins comprendre de quoi il s'agit. Vous êtes assez positif sur la question. J'ai une question pour toutes les deux maintenant. Je pars de votre livre, Madame Burger-Goutal, dans lequel vous avez écrit, noir sur blanc, je ne suis pas écoféministe. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous écrivez cela? Et dans un second temps, Solène Ducréto, est-ce que quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous vous dites écoféministe ou pas? Oui, alors je dis ça pour plusieurs raisons. Alors déjà, bon, évidemment, enfin évidemment, non, c'est pas évident, mais voilà, je partage beaucoup d'affinités en termes politiques, en termes de valeurs, avec l'écoféminisme. Mais simplement, je peux pas aller jusqu'à me dire écoféministe, pardon. D'une part parce que, en fait, je revendique aucune étiquette. Euh, je vois pas la nécessité de le faire. Enfin, ça me gênerait. J'aurais l'impression d'endosser une sorte de rôle ou de personnage ou de chercher à me ranger dans une case et ça me déplaît. D'autant que je suis prof de philo et que, en fait, philosophiquement, ce à quoi on est attaché, c'est la liberté de penser, de réfléchir, d'examiner différentes théories. Et je voudrais pas sacrifier cette liberté sous un prétexte idéologique. Donc il y a cette raison-là. D'autre part, après avoir passé des années à éplucher des tonnes de livres écoféministes, il y a un certain nombre de théories qui me paraissent pas totalement convaincantes. Euh, En ce qui concerne les pratiques, mes expériences dans des ONG écoféministes, etc., m'ont aussi montré un certain nombre de limites ou de contradictions problématiques. Et enfin, et peut-être surtout, je respecte trop ce mot pour, notamment en lien avec des femmes que j'ai rencontrées qui se disent écoféministes et qui, elles, ont vraiment fait des choix extrêmement radicaux, extrêmement courageux, de vivre une vie complètement marginale, en semi-autonomie, en apprenant énormément de savoir-faire pour pouvoir ne pas dépendre du système industriel, ne pas acheter, ne pas consommer dans un système qu'elle désapprouvent. Et voilà, par respect pour ces femmes qui ont un engagement cohérent, j'aurais l'impression de tricher en m'attribuant l'étiquette écoféministe sans être à la hauteur de ces femmes-là. Ok, merci pour ces explications. Et vous alors, Madame Solène Ducréto? Votre micro est encore fermé, vous entend pas. Ouais. Voilà, c'est bon, super. Je rejoins un peu Jeanne là-dessus, dans le sens où justement une des valeurs de l'écoféminisme, c'est ce que Starhawk, qui est une des figures de l'écoféminisme aux États-Unis, appelle le pouvoir du dedans. Jeanne a d'ailleurs écrit un super texte dans Après la pluie sur ce sujet-là. En fait, Starhawk promeut ce qu'elle appelle le pouvoir du dedans, c'est cette richesse en fait qui est intrinsèque en chacun de nous. Et elle estime que l'idée serait de sortir de la société qu'elle appelle le pouvoir sûr, qui est le fameux système d'oppression contre lequel on se bat avec l'écoféminisme. Et l'idée, c'est de construire une société qui serait basée plutôt sur le pouvoir du dedans et qui prendrait en compte la diversité et les richesses de chacun, chacune.
Donc, à mon sens, on peut se dire écoféministe, mais puisqu'une des valeurs principales dans l'ADN même de l'écoféminisme, c'est justement d'essayer de promouvoir la diversité. Je trouve ça un peu dommage d'essayer de de réduire ça effectivement à un seul combat et mettre entre guillemets les gens dans une case. Donc, à mon avis, quand on est écoféministe, on est plein de choses aussi à la fois. On n'est pas simplement que écoféministe, et c'est ce qui fait toute la richesse de ce mouvement-là. Ok, bah c'est très clair. Donc une dernière question pour cette deuxième partie. Solène Ducréto, donc vous êtes, je l'ai dit en introduction, cofondatrice d'un collectif écoféministe qui s'appelle Les Engraineuses. Est-ce qu'il existe d'autres associations ou d'autres organismes notables en France ou même ailleurs qui œuvrent pour diffuser les idées écoféministes, qui se disent écoféministes? Ouais. Alors, il y en a quelques-uns, pas méga connus. Par contre, il y a beaucoup de petits collectifs qui sont en train d'émerger, de sortir de terre, et c'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant, mais qui sont aujourd'hui un peu difficiles encore à identifier. Parce que hyper récent, mais bon, il y a tout de même quand même plein d'initiatives qu'on peut citer. Notamment le collectif Les Bombes Atomiques qui, elle, milite contre le nucléaire. Milite contre, j'ai vu récemment aussi la 5G, les ondes, les effets des ondes, tout ça. J'ai vu qu'il y avait une question dessus, un commentaire dessus. Après, le collectif ne se revendique pas forcément à 100% écoféministe, hein, mais il se trouve que dans leurs valeurs, elles le sont. Sinon, on a aussi un projet qui est vraiment hyper chouette à Paris qui s'appelle Du pain et des roses, qui est une entreprise sociale qui embauche des femmes en réinsertion, qui leur donne des formations pour devenir fleuristes. Et en fait, elles ont fait justement un partenariat avec la mairie de Paris qui leur met à disposition des kiosques dans Paris pour vendre des fleurs. Et ces fleurs-là sont issues d'une agriculture responsable et elles sont locales. Ce sont des fleurs françaises. Donc, c'est vraiment dans cette idée de combiner à la fois l'autonomisation des femmes et un métier qui soit lié à une agriculture un peu plus responsable. Dans la même idée, pour rester aussi dans le milieu un peu urbain, puisque c'est la thématique, on peut aussi citer une initiative qui a été lancée par une association qui s'appelle les Bâtisseuses. Et les Bâtisseuses, donc c'est un regroupement de femmes qui travaillent dans les métiers du bâtiment. Et elles ont mis en place une formation, pareil, en réinsertion pour les femmes, en les aidant à accéder aux métiers liés à la peinture à la chaux. La peinture à la chaux, il se trouve que c'est une des peintures les plus écologiques. En tout cas, c'est un système de peinture qui est plus écologique que de nombreuses autres peintures et qui est en grand manque de main-d'œuvre parce que c'est une technique particulière dans laquelle on a un peu du mal aujourd'hui à trouver des talents spécifiques. Et donc, les bâtisseuses ont mis en place des formations autour de la peinture à la chaux pour donner accès à des emplois à ces femmes-là issues de milieux précaires. Et des exemples comme ça, en fait, il y en a plein. Et c'est ce qu'il y a aussi d'hyper chouette, c'est que l'écoféminisme, il faut garder en tête que c'est un mouvement qui est vraiment en train de se lancer en France depuis quelques années, et il y a tout à construire. Donc, si j'ai vu qu'il y avait dans les commentaires là plusieurs sollicitations, qu'est-ce qu'on peut faire, quel collectif on peut rejoindre. En fait, l'idée, ça peut être effectivement de rejoindre un collectif, mais ça peut être aussi d'en créer et puis de créer plein de petits projets locaux. Et c'est comme ça, à mon sens, où il y aura le plus d'impact. Merci pour tous ces exemples. En tout cas, ça donne des idées et ça donne envie de s'engager. Je vous propose qu'on passe à la troisième et dernière partie de notre conférence et les sujets qui fâchent, l'écoféminisme en débat. La première question, c'est pour vous, Jeanne Burgard-Gouttal. On entend beaucoup les détracteurs de l'écoféminisme qui disent que, en fait, ce mouvement
très loin d'être progressiste, émancipateur, vecteur d'égalité entre les sexes, il serait au contraire réactionnaire, rétrograde, et il enfermerait la femme dans un rôle, exactement comme c'est le cas, du moins c'était le cas avant. Et donc, en fait, en prêtant cette relation particulière entre les femmes et la nature, en fait, l'égalité homme-femme deviendrait de facto impossible, ce qui est en fait l'exact opposé des aspirations féministes initiales. Est-ce que vous partagez cette critique? Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques-là? Je pense que c'est des critiques qui viennent de gens qui n'ont pas lu les textes écoféministes, tout simplement. En fait, il suffit de se plonger dans le corpus écoféministe pour voir que c'est des critiques qui sont complètement à côté de la plaque. Et que, alors, il est vrai que dans la masse du corpus écoféministe, de la même façon que dans la masse du corpus féministe tout court, il y a des féministes essentialistes. Donc, il y a quelques écoféministes essentialistes, de la même façon qu'il y a un courant qui est un féminisme essentialiste, un féminisme différentialiste. Donc, je ne vais pas nier que ça existe. Mais simplement, c'est pas représentatif de l'ensemble du mouvement. Et donc, l'objet de l'écoféminisme, ce n'est pas de poser un lien particulier entre les femmes et la nature, c'est de réfléchir au lien entre la domination des femmes et la domination de la nature. Donc, il ne s'agit pas de dire que les femmes seraient plus proches de la nature, plus sensibles à la nature, etc., etc. Même si ça peut être un des aspects de la rhétorique parfois, mais ce qui est vraiment le cœur de réflexion, c'est plutôt de réfléchir à la façon dont des systèmes d'oppression sont reliés, dont l'oppression des femmes et l'oppression de la nature fonctionnent ensemble dans le capitalisme patriarcal, sont des ressorts cachés et intimement mêlés du système capitaliste patriarcal, de la même façon que d'autres oppressions, puisque l'écoféminisme, contrairement à ce que le mot pourrait laisser croire, il s'est intéressé aux interconnexions entre toutes les formes d'oppression. Enfin, toutes. En tout cas, une grande... il y a cette visée d'essayer de penser beaucoup de formes d'oppression à la fois. Donc, non seulement oppression de la nature et des femmes, mais également oppression de race, oppression de classe, oppression néocoloniale des pays du Nord sur les pays du Sud. Donc, en fait, voilà, c'est un contresens qui est très répandu sur l'écoféminisme, mais c'est un contresens. Merci pour cette réponse très claire. La deuxième question, c'est pour Madame Solène Ducréto. Vous êtes donc une militante parce que donc, vous avez votre collectif Les Engraineuses. Et historiquement, on l'a vu en première partie, l'écoféminisme, il est souvent associé à un militantisme assez pacifiste, assez doux, assez respectueux de tous et de toutes et de l'environnement. Mais est-ce que cette mobilisation aujourd'hui bienveillante, douce, elle est suffisante quand on voit l'urgence qu'il y a à agir? On voit certaines personnalités engagées dans l'écologie, donc je pense par exemple à quelqu'un comme Cyrine Dion ou Greta Thunberg, ou même par exemple quelqu'un comme Alice Coffin, une militante féministe, qui musclent un petit peu leur rhétorique, qui n'ont plus trop cette rhétorique bienveillante. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que cela dit du mouvement écoféministe et de ses évolutions? Effectivement, je pense qu'il y a l'urgence des différentes crises qui nous sont tombées dessus et qui ne font que commencer d'arriver, qui commencent un peu à mettre la pression à tout le monde. Après, encore une fois, il y a différents types d'engagement et on peut s'engager dans l'écoféminisme sur un plan purement juste de sensibilisation ou vraiment rentrer dans un engagement radical. De toute façon, l'écoféminisme est un engagement qui fondamentalement est radical parce qu'il vise à repenser la société vraiment dans sa globalité, vraiment d'un point de vue économique, politique, social. Il y aurait vraiment tout à revoir. D'un point de vue complètement personnel, j'aurais tendance à dire que oui, effectivement, il serait temps de muscler un peu les choses. Après, muscler les choses, ça peut être juste de façon rhétorique, comme vous l'avez mentionné, mais ça peut être aussi dans des actes. Et puis, on n'est pas obligé d'aller poser des bombes forcément pour passer à l'action. Il y a un des exemples notamment qui peut faire un peu sourire, mais que moi je trouve hyper inspirant dans la nouveauté de la chose. C'est notamment
un collectif qui s'est créé qui s'appelle le Witch Block et qui, aux États-Unis, s'est réuni, et même en France d'ailleurs, il y a une filière en France, mais bon bref, s'est réuni pour jeter des sorts à Trump pour prier pour qu'il soit destitué et lui donner, voilà, lui mettre des bâtons dans les roues. Donc en fait, il y a différents types de militantisme et c'est ce qu'il y a d'hyper inspirant au travers de l'écoféminisme, c'est que ça laisse libre cours à toute une espèce de créativité dans un néo-militantisme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui est hyper intéressante et qui rajoute un peu de poésie. Et dans le militantisme, même si la poésie, elle peut être avec des petites pleurs, mais elle peut être aussi avec des éclairs, quoi. Donc c'est un peu à chacune de savoir jusqu'où on a envie d'aller. Justement, vous parliez de poésie. La prochaine question, elle s'adresse à toutes les deux. Est-ce que vous auriez pour notre public des livres, il y a déjà vos deux livres excellents, mais d'autres livres, des films, des œuvres d'art en général à conseiller qui permettent d'en savoir un peu plus sur le mouvement écoféministe? Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, bah, je peux commencer si vous voulez. Allez-y, allez-y. Je vous ai préparé une petite sélection. Super. Alors, je commence avec celui-là, pardon, qui est une très bonne introduction à l'écoféminisme. Alors, je ne sais pas si on voit. Hop. Sœur en écologie de Pascal Dern. C'est un petit livre qui se lit très bien, qui se lit très vite et qui repose un peu les bases de l'écoféminisme, pourquoi c'est important de combiner les luttes et qui donne à la fin plein d'exemples de rôles modèles écoféministes depuis la nuit des temps, que je trouve hyper chouette. Si on a envie de creuser un peu la question, parce qu'on n'a pas pu trop en discuter là, mais c'est vrai que il y a plein de mouvements écoféministes au travers de la planète qui existent et qui ont leur propre spécificité. Il y a un gros sujet aussi autour de l'écologie décoloniale, dont on n'aura pas eu trop le temps de parler là, mais voilà, en tout cas pour commencer à aborder la question, il y a un livre qui s'appelle l'écoféminisme dans la géopolitique de Rokhaya Samb. On pourra vous mettre toutes ces références-là dans le chat, et qui, elle, parle d'écoféminisme au Sénégal et comment, au travers de sa propre culture, elle vit l'écoféminisme. Et puis, pour celles et ceux qui sont intéressés par l'écoféminisme, qui se disent j'aimerais bien passer à l'action et faire les choses, je ne peux que recommander le livre Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir de Sarah Durieux, qui est la directrice de change.org, donc la plateforme de pétition en ligne, qui est une des plus grosses plateformes de pétition en ligne dans le monde, et qui explique en fait comment monter une mobilisation citoyenne. Avec plein de petits exercices pratico-pratiques à la fin de chaque chapitre et qui permet vraiment de se mettre dans le bain si on a envie de passer à l'action. Voilà. Et en termes de film, je vous recommande vivement de regarder Woman at War, qui est un film sur l'histoire d'une Islandaise qui se bat pour protéger sa région d'une usine qui fait des gros dégâts environnementaux et qui vraiment reprend toute l'ADN écoféministe et qui est vraiment très très beau à voir. Bah super, on a déjà de quoi faire avec tout ça. Merci beaucoup. Jeanne Burger-Goutal, vous avez des conseils à donner? Oui, alors je vais commencer par des films. Alors ce sont 2 documentaires. Je crois que l'un des deux au moins est disponible sur Internet. Donc il y a un documentaire qui s'appelle Ni les femmes ni la terre par 3 réalisatrices toulousaines, mais c'est filmé en Amérique du Sud. Donc c'est auprès de collectifs de femmes engagées sur des questions environnementales et sur des questions de justice sociale, soit en milieu urbain, soit en milieu rural. Donc, les réalisatrices s'appellent Lucie Allard, Colline Dossi, Lucie Asmat, Marine Allard et Colline Dossi, donc le film Ni les femmes ni la terre. Un autre documentaire s'appelle Femmes rurales en mouvement. Et celui-là, je suis à peu près sûre qu'on peut le trouver en ligne.
C'est un documentaire mené aussi par une jeune chercheuse française en Amérique latine. Donc ça donne aussi, ça élargit le champ voilà, pour la compréhension du mouvement, même si en termes de mise en œuvre pratique dans nos quotidiens, nous, c'est différent, mais ça me paraît important de comprendre justement les solidarités internationales qui peuvent se créer. Ensuite, il y a pas mal de podcasts sur l'écoféminisme. Donc, par exemple, il y a 2 épisodes de Un podcast à soi qui portent sur l'écoféminisme. Il y a un épisode des couilles sur la table où bon, c'est moi l'invité qui parle d'écoféminisme, le patriarcat contre la planète. Voilà. Après, il y en a d'autres, mais pour les podcasts les plus connus. Ensuite, comme livre, donc il y a par exemple Reclaim, donc il y a une anthologie de textes écoféministes éditée par Émilie H. Donc on trouve des textes, voilà, des textes très variés qui couvrent toute l'histoire du mouvement écoféministe dans des contextes très différents. Donc ça donne vraiment un aperçu de la diversité du mouvement. En termes d'écoféminisme, vraiment avec un nom postcolonial. Donc en français, il y a écoféminisme. Alors attendez, voilà, de Marie Amis et Vandana Shiva. Donc Marie Amis, qui est une sociologue écoféministe allemande, et Vandana Shiva, qui est un peu la figure de proue de l'écoféminisme, qui est donc philosophe et militante écoféministe indienne, et donc qui ont écrit ce livre qui aborde l'écoféminisme avec voilà, cet angle très anticapitaliste, postcolonial, altermondialiste, qui est voilà, c'est un livre qui est très très puissant. Et enfin, je vais finir par un roman qui alors, je ne sais pas si l'autrice se dit écoféministe, mais en tout cas, c'est un roman que je pense qu'on peut clairement relier à sa thématique. Donc, Dans la forêt, de Jean Egland. Voilà la couverture. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire en entier, mais en fait, c'est une sorte de roman d'anticipation. Ça se passe dans un futur indéterminé. Il s'est passé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est un univers un peu post-apocalyptique. Il n'y a plus vraiment d'essence. Les routes sont un peu défoncées. Enfin, on sent que voilà, il y a quelque chose il y a eu une sorte d'effondrement de la civilisation. Et les héroïnes, ce sont 2 sœurs qui vivent avec leurs parents dans une maison dans la forêt, qui sont 2 adolescentes très différentes l'une de l'autre, et qui doivent peu à peu apprendre à survivre seules sur les ruines du capitalisme, en fait, sur les ruines d'un monde qui s'est effondré, et d'apprendre qu'est-ce qui permet de survivre quand tout ce qui jusque-là nous permet de vivre, tous les moyens technologiques, industriels, tous les artifices dont nous dépendons sont plus là. Et voilà, c'est un très beau roman et qui n'est pas voilà, par exemple, tout à l'heure, vous avez dit que historiquement, l'écoféministe était qualifié par une forme de pacifisme, etc. Bah, je rappelle quand même que Françoise de Bonne, elle a posé une bombe sur une centrale nucléaire. En termes de non-violence, on peut faire mieux. Effectivement, c'est vrai. Et que voilà, le campement de Greenham Common en Grande-Bretagne, qui est un peu voilà, un des moments phares de l'écoféminisme, c'est quand même un campement de femmes qui font un blocus d'une base militaire pendant plusieurs années en organisant, un peu comme une ZAD, en organisant un mode de vie complètement alternatif, en affrontant la police, en menant des actions dangereuses pour entrer sur la base militaire. Voilà, donc dans la forêt, ça n'a rien à voir, mais si je fais le lien, c'est parce qu'on voit aussi que c'est pas un truc de bisounours, en fait. Quand on a une pensée qui repose sur une critique fondamentale du système, il y a forcément une combinaison d'actions. Oui, je crois que quelqu'un a demandé les titres et que quelqu'un a mis les titres. Donc oui, il y a pas mal d'échanges dans le chat, donc oui. C'est pas rural au pluriel. Voilà. Ok, merci. Merci pour tous ces conseils, c'est super. Je pense qu'on a tous de quoi faire pour se documenter. J'ai vraiment une dernière question assez rapidement et ensuite on va passer aux questions du public. Est-ce que, selon vous, l'écoféminisme est la solution aux maux du XXIe siècle? C'est une question pour toutes les deux. Une question assez large, mais… Solène, tu veux commencer ou je commence
Ouais, je commence. Moi, ça va être assez rapide et puis je pense que tu vas pouvoir compléter là-dessus. Je pense que c'est une des solutions, en fait. À mon avis, il n'y a pas de solution miracle de toute façon. Donc ça fait partie des choses qui pourront limiter peut-être un peu les dégâts qui sont en train de nous arriver sur la tête. Après, voilà, l'idée, c'est pas de construire un espèce de monopole de la solution où il y aurait que l'écoféminisme qui existerait. Je pense que l'idée, c'est justement de combiner plusieurs choses pour faire en sorte à ce que on aille un peu plus vite et plus loin dans la recherche et la mise en place de solutions. Merci Solène. Vous voulez compléter, Jeanne Burger-Goutal? Oui, bah, je partage cette conviction qu'il ne faut pas prétendre être, enfin, détenir la solution, que c'est très dangereux, au contraire, de, voilà, pas prendre en compte une diversité. Après, moi, il me semble que dans l'écoféminisme, il y a énormément de pistes qui sont très prometteuses et très porteuses, et en même temps très difficiles. Et que je pense que ça serait naïf de penser que l'écoféminisme va changer le monde ou je sais pas quoi, tout simplement parce qu'il y a des rapports de force géopolitiques, politiques, économiques dans la réalité qui font que, jusqu'à preuve du contraire, l'économie mondiale, les institutions politiques ne sont pas du tout gouvernées dans une logique écoféministe, au contraire, et que voilà, les rapports de force sont tels que on ne peut pas s'imaginer que l'écoféminisme va changer le monde, il me semble. Néanmoins, même d'une façon, disons que je dirais qu'il n'y a pas besoin d'être plein d'espoir illusoire pour agir. Et que s'intéresser à toutes ces pistes-là et voir ce qu'on peut faire individuellement, collectivement, à la fois dans notre mode de consommation, dans l'organisation de notre travail, ça me paraît être non pas la solution, mais une sorte de nécessité si on veut enrayer un tout petit peu la folie actuelle. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Je vous propose qu'on passe aux questions du public. On ne va malheureusement pas pouvoir répondre à toutes, mais à quelques-unes au moins. On va peut-être dépasser un petit peu de 5 ou 10 minutes le temps de la conférence. Pour ceux qui peuvent rester, vous êtes les bienvenus. La première question que je trouve très intéressante, qui a été posée donc dans le chat, eh bien, elle commence ainsi. Les actions écoféministes semblent devoir être menées par des femmes. Est-il possible d'être écoféministe et d'être un homme? Je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas, une des deux voulait répondre? Bah, moi, je veux bien. Ah. Non, vas-y, je rajouterai quelque chose s'il y a besoin. Voilà. Non, alors en fait, moi, il me semble pas qu'elles doivent être menées par des femmes, mais simplement, ce qu'on peut constater, c'est que ça intéresse pas beaucoup les hommes, et que de fait, elles sont menées par des femmes. Ce qui veut pas dire que c'est un impératif, une norme, etc. Mais de fait, on observe. D'ailleurs, j'ai pas compté combien de femmes et combien d'hommes sont présents ce soir. La balance n'est pas équilibrée, oui. Voilà. De la même façon, par exemple, il y a plusieurs partis politiques qui s'intéressent à la question, qui me demandent d'intervenir, et tous les militants sont prévenus à chaque fois dans les partis écolos, et il n'y a que les femmes qui se connectent. Donc, en fait, on voit que c'est un peu c'est pas un devoir, c'est que factuellement, descriptivement, les choses se passent comme ça. Ceci dit, si les actions écoféministes réussissaient à obtenir une plus grande mixité, ce qui pour moi est indispensable, parce que ça demande une redéfinition des rapports entre hommes et femmes. On ne peut pas redéfinir entre femmes les rapports entre hommes et femmes. Donc, si ça obtenait une plus grande mixité, l'idée, ça serait de réussir à faire en sorte que cette mixité ne retombe pas dans le travers de la plupart des groupes écologistes, et qui sont écologistes et non pas écoféministes, qui sont que, il y a une répartition complètement
hiérarchisée, inégalitaire de qui fait quoi. Il y a pas mal de jeunes militantes écoféministes qui ont commencé par militer dans des collectifs écolos tout court et qui se sont rendus compte qu'en fait, on leur demandait toujours de faire les trucs à la con, que leur voix n'était pas entendue, qu'il y avait une logique très viriliste de non prise en sérieux de plein de questions et d'émotions qui, elles, les travaillaient. Et c'est pour ça qu'elles se sont résolues à quitter le groupe écolo et à fonder un groupe féministe. Donc, il y a il y a tout un travail à faire de la part des hommes et auprès des hommes pour que l'inclusion soit possible sur une base juste. Solène Ducréto, vous voulez rajouter des éléments? Je peux peut-être juste rajouter un petit exemple pour montrer qu'il y a espoir. Effectivement, on parlait tout à l'heure de l'Islande. L'Islande est un pays qui a mis en place pas mal de choses assez inspirantes. Et sur la question de l'implication des hommes dans l'écologie et en lien avec la charge mentale, c'est assez intéressant d'aller fouiller de ce côté-là parce que en fait, souvent on dit bon, l'écoféminisme c'est chouette, mais si c'est encore aux femmes de devoir gérer le fait de sauver la planète en plus de tout ce qu'elles ont déjà à faire à côté, est-ce que ça leur rajoute pas une charge mentale? Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour essayer de partager cette charge mentale le plus possible avec les hommes? Et ben, il y a donc ce modèle islandais où en fait, eux ont réussi à mettre en place, enfin les politiciens ont fait passer une loi mettant en place le congé paternité de longue durée, ce qui fait qu'en fait les hommes passent beaucoup plus de temps avec leur nouveau-né que nous ici en France. Et le fait de passer plus de temps avec les nouveau-nés, ça leur permet de gérer au quotidien beaucoup plus de choses et de se rendre compte, enfin de se poser en fait des questions liées à la charge mentale que les femmes ont en grande majorité, voilà, sur les questions d'alimentation, sur quels produits ménagers on va utiliser, qu'est-ce qu'on va donner à manger au bébé, combien de couches en fait on va jeter par jour, par semaine. Voilà. Et en fait, sur le long terme, ils se sont aperçus que les hommes, suite à ce congé paternité, prenaient en charge vraiment beaucoup plus de choses au sein d'un foyer suite à ce congé paternité sur le long terme, au travers de toute la scolarité de l'enfant et voilà, et au sein même du couple de façon globale. Et donc, ça montre aussi qu'au travers de décisions un peu politiques, on peut aussi faire changer les choses de cette façon-là. Et ça peut permettre d'impliquer en fait tout simplement tout le monde autour de ces questions-là. Bah, merci pour vos réponses qui ont été très intéressantes. Je prends peut-être une, voire deux autres questions. L'autre question que j'ai trouvée assez intéressante, eh bien, elle demande: est-ce que l'écoféminisme est anticapitaliste? Je crois que la personne qui a posé la question, elle parle de l'abolition du salariat et du travail qui était, donc selon cette personne, à l'agenda écoféministe, notamment dans les propositions de Françoise Daubonne dans les années 70. Donc, qu'est-ce que vous répondriez à cela? Alors, je vais commencer. Oui, effectivement, Françoise Daubonne, dans Le féminisme ou la mort, elle écrit le féminisme, enfin, voilà, le féminisme ne peut plus se réduire à un combat pour l'égalité salariale, etc. Il doit se positionner pour l'abolition du salariat, l'abolition de la famille traditionnelle, l'abolition. Donc, chez elle, il y a un discours d'une radicalité totale. Et en fait, même si c'est pas forcément avec les mêmes formulations, la majorité des théoriciennes et activistes écoféministes au cours de l'histoire ont aussi eu ces positionnements très radicaux, en se prononçant donc pour dans une lignée en fait qui est très proche des idéaux anarchistes, donc une abolition de toute institution hiérarchique. Donc, que ce soit la famille traditionnelle, patriarcale, avec un chef de famille, etc., que ce soit l'entreprise avec un organigramme où il y a un chef et des subordonnés, que ce soit l'État, l'armée, l'Église, etc. Donc, c'est foncièrement un mouvement qui, historiquement, est avec une sensibilité anarchiste, une sensibilité anticapitaliste, altermondialiste,
Après, évidemment, mais ça, c'est pas propre à l'écoféminisme, hein, on retrouve le même questionnement en lien avec les autres formes d'altermondialisme, d'anarchisme, etc. La question du passage de la théorie à la pratique est une question très épineuse. Mais en tout cas, sur le plan idéologique et dans un certain nombre de tentatives, donc comme l'expérimentation de Greenham Commons que j'évoquais, qui là est vraiment la tentative de mettre en pratique ce mode de vie complètement alternatif, c'est l'ADN de l'écoféminisme historiquement. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une sorte d'âge de raison de l'écoféminisme d'une certaine façon, où j'ai le sentiment que bon, il peut continuer dans les sphères militantes à y avoir une sorte de concours de radicalité, mais il y a aussi dans des sphères politiques plus institutionnelles, donc typiquement voilà, les partis politiques que j'évoquais qui mènent une réflexion sur ces sujets, en particulier Génération Écologie, la tentative de voir comment on peut, dans le monde réel, qui est défini comme un monde capitaliste patriarcal, comment on peut le transformer, quelles lois, quelles actions, quelles pratiques vont permettre de le transformer. Et donc, dans cette mesure, il n'en est pas moins radical dans le propos, mais il y a aussi la question de, voilà, bon, une fois qu'on a bien défini sa radicalité en théorie, que fait-on en pratique? Solène Ducréto, vous voulez rajouter des éléments? Ouais, je peux peut-être donner un petit exemple justement sur cette question de passer de la théorie à la pratique, notamment en lien avec le capitalisme, ou plutôt l'anticapitalisme. C'est notamment sur le sujet du care. Le care, c'est tout un secteur qu'on nomme comme ça et qui désigne le fait de prendre soin d'eux. Donc c'est à la fois une sorte d'état d'esprit social qui veut que ce rôle de prendre soin revient toujours à la charge de la femme dans les familles, de prendre soin des enfants, de prendre soin de la famille, du foyer, faire la nourriture, tout ça. Mais au sens plus large du terme, ça prend en compte carrément même tout le secteur du travail en fait dans l'économie sociale et solidaire en lien avec le milieu hospitalier et tout ce qu'il y a autour de ça. Il se trouve que dans tout ce qu'on appelle ce milieu du care, ce sont à 70% des femmes qui travaillent dans ce milieu-là. Donc en fait, ça désigne les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile, tout ça. Et en fait, avec la crise du Covid, on s'est rendu compte qu'évidemment, c'était ces femmes-là qui étaient encore une fois en première ligne et qui devaient gérer tout ça. Et en fait, si ces femmes n'avaient pas été là, et c'est parce que c'est encore le cas, si du jour au lendemain elles baissaient les bras, en fait, ce serait toute notre société qui s'effondrerait. Et l'écoféminisme vise à revaloriser tout ce secteur-là qui est visiblement vraiment porté par les femmes aujourd'hui. Et il y a notamment une expérimentation qui a été faite au Canada pour revaloriser tous ces métiers-là, parce que tous les métiers d'infirmière, d'aide-soignante, tout ça, ce sont des métiers, des emplois précaires, en fait. Ils sont hyper mal payés, c'est souvent des temps partiels, et sont des métiers qui ont des conditions de travail qui sont vraiment pas terribles. Et en fait, au Canada, ils se sont demandé comment est-ce qu'on peut revaloriser ça et justement remettre un peu d'ordre sur, on va dire, des échelles de métiers, de valeurs qui apportent vraiment des choses dans notre société. Et ils ont fait un espèce d'immense tableau Excel où ils ont comparé des métiers du type qu'est-ce que un directeur marketing dans une boîte va apporter à notre société par rapport à l'infirmière ou par rapport à l'aide-soignante. Et en fait, avec cet immense tableau Excel, ils ont revalorisé un peu les salaires. Enfin, ils ont revu réharmoniser, je sais pas si on peut dire ça comme ça, les salaires pour rétablir un peu les choses et puis venir en soutien par rapport à ces métiers qui portent notre société et qui font qu'elle fonctionne et sans qui ce serait vraiment compliqué. Et donc voilà, ils ont passé des trucs pour faire en sorte à ce que les métiers de marketing, de trucs comme ça, des trucs dans la pub, tout ça, ils soient peut-être un peu moins payés et que les métiers liés au care, ils soient
un peu mieux revalorisées. Donc, ça montre quand même que c'est possible, mais qu'il y a quand même à la fois une mobilisation citoyenne qui doit se faire pour faire pression, pour déclencher ce déclic-là auprès des politiques et de l'économie. Et ensuite, bah, effectivement, il faut que ça suive en termes d'écologie, enfin d'économie et de politique. Ben, merci pour ces réponses. Je pense qu'on va devoir malheureusement se quitter parce qu'il est déjà plus de 19h10. On a déjà dépassé le temps imparti. Je vous remercie vraiment toutes les deux d'avoir participé à cette conférence. C'était vraiment très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je remercie à tous nos participants et toutes nos participantes d'avoir été là ce soir. Cette conférence sera rediffusée, donc si vous voulez réécouter les réponses passionnantes de nos deux intervenantes, vous pourrez le faire d'ici quelques jours. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir à toutes. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.